des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée. Une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout. Et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite. À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution. Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie. Les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable. Un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver ? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules ? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes, comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement,
se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions-bosons. Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers. Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles, perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. Attention, attention, alerte d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. La Voie lactée est en feu. Je répète, la Voie lactée est en feu. Protocole d'évacuation activé. Toutes les formes de vie terrestre doivent être déplacées vers la galaxie d'Andromède immédiatement. Je répète. Attendez, un feu dans notre galaxie, oui. Un gaz incroyablement chaud qui entoure la Voie lactée. Ce gaz est non seulement extrêmement chaud, mais il existe aussi depuis des milliards d'années. Qu'est-ce qui chauffe ce gaz ainsi, tout en le conservant? La Voie lactée contient bien plus de gaz que d'étoiles, et ce gaz est crucial pour la formation de nouveaux astres. Au cours de milliards d'années, cette immense réserve a permis à notre galaxie de continuer à produire des étoiles. Mais ce gaz est incroyablement ténu et diffus, ce qui le rend presque impossible à observer directement. Pendant longtemps, il a été impossible de connaître la quantité réelle de gaz contenu dans la Voie lactée. Mais ces dernières décennies,
les chercheurs ont finalement pu confirmer que notre galaxie est effectivement entourée d'une sphère gigantesque de gaz chaud. Ce nuage de gaz s'étend sur 700 000 années-lumière depuis le centre de la galaxie et atteint des températures de plusieurs millions de degrés. Au début, les scientifiques pensaient que ces températures incroyables étaient dues à la gravité de la Voie lactée. Ils croyaient que la gravité faisait tourbillonner le gaz, l'empêchait de s'effondrer et, en même temps, le chauffait. Mais récemment, ils ont découvert quelque chose d'encore plus surprenant. Une seconde couche de gaz, et elle était encore plus chaude. Comment sont-ils tombés sur ce gaz atteignant une température d'environ 10 millions de degrés Celsius? Ce sont les faibles rayons X provenant de toutes les directions dans le ciel qui ont révélé sa présence. Il nous est également apparu lorsqu'il a absorbé la lumière de lointains quasars, ces objets lumineux situés bien au-delà de notre galaxie. Du coup, les scientifiques se sont mis à chercher des sources de chaleur pouvant expliquer ce phénomène étrange. Et ils ont découvert que ces deux types de gaz, le gaz émetteur des rayons X et le gaz absorbant, provenaient de différentes régions de la galaxie. Le gaz émetteur aurait apparemment pour origine une région située autour du disque stellaire de la Voie lactée. Cette région est étroitement liée à la formation des étoiles de la galaxie, toujours en cours de nos jours. Les étoiles massives de ces régions finissent par exploser en supernova, libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie chauffe le gaz environnant à des températures extrêmes. Ce gaz connaît ensuite une période de turbulence et de mouvements très chaotiques. Une partie s'échappe dans l'espace autour de la galaxie, tandis qu'une autre se refroidit et retombe vers le disque. Ce cycle continu de chauffe, de refroidissement et de turbulence maintient la visibilité de la couche de gaz chaud dans le spectre X. Le gaz absorbant s'enrichit d'éléments tels que le soufre, le magnésium et le néon. Ces éléments se forment à l'intérieur d'étoiles massives par le biais de la réaction nucléaire et s'échappent dans l'espace lors des explosions de supernovas. Les étoiles errantes projetées hors du disque de la Voie lactée contribuent également à ce processus. Lorsqu'elles explosent en supernova, elles créent des poches de gaz enrichis au-dessus du disque de la galaxie. Le gaz émetteur de rayons X forme une couche lumineuse autour du disque de la Voie lactée. Cette couche ne disparaît jamais, car la formation d'étoiles et l'activité des supernovas est permanente. Ensemble, ces processus expliquent à la fois les signaux d'absorption et d'émission observés par les astronomes. La formation d'étoiles, les explosions de supernovas et les mouvements du gaz contribuent tous à façonner la Voie lactée. Le gaz chaud ne se contente pas de réguler la formation des étoiles, il redistribue également les matériaux créés à l'intérieur de celles-ci. Et les éléments produits dans les noyaux stellaires sont dispersés dans toute la galaxie par les supernovas, devenant ainsi les blocs constitutifs des futures générations d'étoiles. L'équipe de recherche a l'intention de continuer à observer le gaz sur d'autres longueurs d'onde. Cela pourrait nous fournir davantage d'informations sur le comportement du gaz et sur sa composition. Et une fois que nous comprendrons la dynamique de ce gaz, nous serons probablement en mesure de mieux comprendre l'évolution de galaxies comme la Voie lactée. Toutes les données nous sont précieuses dans la matière. Après tout, nous ne connaissons même pas encore la véritable forme de notre galaxie. Des découvertes récentes ont révélé que la Voie lactée n'est pas un disque plat, comme on le pensait jusqu'à maintenant. Non, elle est comme gondolée. Et le plus fou dans tout ça, la matière noire pourrait être la cause de cette déformation. La première confirmation que la Voie lactée n'est pas un disque parfaitement plat est venue des observations de la sonde spatiale Gaïa. Gaïa a cartographié les positions et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles. Et ces observations nous ont montré que la Voie lactée s'étend plus loin que ce que l'on croyait initialement. Sur ses bords, le disque galactique présente une structure ondulée et gondolée, avec d'importantes déformations le long de son extrémité. Mais qu'est-ce qui cause donc cette déformation? Elle peut être le résultat d'anciennes collisions galactiques, comme celle qui a eu lieu entre la Voie lactée et la galaxie naine du Sagittaire il y a environ 6 milliards d'années. Cependant, une nouvelle étude suggère une autre possibilité. Cette déformation pourrait avoir pour cause un halo de matière noire incliné entourant notre galaxie. Les halos de matière noire sont des structures invisibles mais massives qui entourent la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée. Ces halos contiennent la majeure partie de la masse d'une galaxie et exercent une forte influence gravitationnelle sur la structure de celle-ci. Si un halo de matière noire est incliné par rapport au plan d'une galaxie, il se peut qu'au fil du temps, ces effets gravitationnels finissent par la déformer.
Pour savoir si cette théorie est juste, les chercheurs ont utilisé des données provenant de simulations informatiques très détaillées, ayant modélisé l'évolution galactique en intégrant la matière noire et les interactions entre la matière et les champs magnétiques. Cette analyse a révélé que la région intérieure d'un halo de matière noire peut effectivement s'incliner de manière significative par rapport au plan d'une galaxie. Cette inclinaison pourrait résulter de collisions galactiques ou de rapprochements avec d'autres galaxies. Et ces halos peuvent demeurer ainsi pendant des milliards d'années, ce qui est suffisamment long pour déformer un disque galactique. D'un autre côté, ce phénomène n'est pas unique. Les astronomes ont observé des plans déformés dans d'autres galaxies. En fait, près de la moitié de toutes les galaxies spirales de l'univers ont des disques déformés. Ainsi, le rôle des halos de matière noire inclinés et leurs effets gravitationnels dans la formation des galaxies pourrait être bien plus répandu qu'on ne le pensait auparavant. Tandis que nous cherchons des réponses, la Voie lactée continue de briller intensément. Mais qu'est-ce qui est à la source de cet éclairage continu? Qu'est-ce qui alimente le processus de formation des étoiles? Après tout, une étoile de la taille du Soleil naît chaque année dans la galaxie. Et pour cela, il faut beaucoup de carburant. La formation stellaire nécessite de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais il devrait être épuisé depuis longtemps, à moins qu'il n'existe quelque part une source de renouvellement. Cette source pourrait être les nuages d'hydrogène en mouvement rapide qui pleuvent sur le disque de la galaxie. L'hydrogène qui alimente la Voie lactée est ionisé, ce qui le rend difficile à détecter. Contrairement à l'hydrogène atomique, qui émet de la lumière, l'hydrogène ionisé n'en émet pas. Au lieu de cela, il absorbe la lumière, ce qui signifie qu'il ne peut être observé que lorsqu'il passe devant une source lumineuse. Auparavant, les astronomes utilisaient les quasars, des objets spatiaux extrêmement lumineux et lointains, comme source de lumière pour détecter ces nuages de gaz. Malheureusement, dans ce cas particulier, il était impossible de déterminer à quelle distance se trouvaient les nuages. Ils pouvaient être n'importe où, entre la Voie lactée et les quasars distants de plusieurs milliards d'années-lumière. Pour localiser l'emplacement des nuages de gaz, les astronomes ont donc fait appel au spectrographe des origines cosmiques installé à bord du télescope spatial Hubble. Ils ont pu observer 27 étoiles situées à moins de 10 000 années-lumière du disque de la Voie lactée. Ils ont analysé la lumière de ces étoiles et découvert qu'environ la moitié était obscurcie par des nuages de gaz. Cela signifie qu'ils étaient suffisamment proches pour alimenter directement le disque de la Voie lactée. Les chercheurs ont ensuite calculé que les nuages de gaz contenaient une masse totale équivalente à 110 millions de soleils. Ce vaste réservoir d'hydrogène offre plus de carburant qu'il n'en faut pour soutenir la formation d'étoiles de la Voie lactée. Mais d'où viennent ces nuages? Jusqu'à aujourd'hui, cela reste un mystère. Il existe deux hypothèses principales. Les nuages pourraient être constitués d'hydrogène qui se serait formé peu après le Big Bang, du gaz primordial. Ces structures pourraient s'être tenues hors de toute galaxie pendant des milliards d'années, ne s'en approchant que récemment en raison de l'attraction gravitationnelle. Ou bien il se peut que les nuages soient constitués de matériaux éjectés par la Voie lactée elle-même. Lorsque les étoiles explosent en supernova, il arrive qu'elles exhalent du gaz vers l'extérieur. Avec le temps, ce matériau pourrait se refroidir, retomber vers le disque et former ces nuages. Nous ne pourrons déterminer l'origine des nuages qu'après avoir étudié leur composition chimique. Le gaz provenant des étoiles explosées contient des éléments plus lourds, tandis que le gaz primordial créé après le Big Bang est composé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. De futurs télescopes à spectre ultraviolet pourraient nous fournir les mesures détaillées nécessaires pour trancher la question. Notre univers s'apparente à une vaste autoroute où les galaxies se déplacent sans cesse. À l'instar de véhicules pilotés par des conducteurs imprudents, elles peuvent entrer en collision et s'entrechoquer violemment. Récemment, des astronomes ont observé un événement cosmique spectaculaire. Une collision impliquant des galaxies se déplaçant à des vitesses vertigineuses. Grâce à des instruments de pointe, des chercheurs ont mesuré la vitesse d'une galaxie, NGC 7318b, lancée à environ 3 millions de km/h lorsqu'elle a percuté un autre groupe de galaxies. L'impact a engendré des ondes de choc d'une intensité telle qu'elles transforment profondément la région, altérant durablement sa structure et sa dynamique. Cette perturbation pourrait-elle avoir une incidence sur notre système solaire? Avant d'y répondre, examinons de plus près la zone où s'est produite cette collision. En réalité, cette collision est toujours en cours,
Au sein du quintet de Stéphane, un groupe de galaxies fascinant, étudié par les scientifiques depuis plus d'un siècle. Cet ensemble de 5 galaxies, situé dans la constellation de Pégase, fut découvert en 1877 par l'astronome français Édouard Stéphan, grâce à un télescope de l'Observatoire de Marseille. Derrière son appellation trompeusement paisible, le quintet de Stéphane est le théâtre chaotique de collisions galactiques et de turbulences intenses. Parmi ces 5 galaxies, 4 sont liées gravitationnellement, ce qui signifie qu'elles interagissent physiquement entre elles. Ces interactions engendrent l'éjection de matière hors des galaxies, formant progressivement d'immenses champs de débris dans l'espace environnant. Selon les astronomes, ces galaxies finiront par fusionner en une seule entité colossale, bien que ce processus ne s'achève qu'au terme de plusieurs millions d'années. Fait intrigant, la 5e galaxie du quintet, visible dans le coin supérieur gauche de l'image, n'est pas impliquée dans cette collision. Elle se trouve en réalité bien plus proche de la Terre, à près de 200 millions d'années-lumière de distance. Son apparent alignement avec les autres galaxies résulte d'un simple effet de perspective, créant l'illusion qu'elle fait partie du groupe. À la fin du 19e siècle, Stéphane ne pouvait percevoir cette distinction, raison pour laquelle l'appellation quintet a perduré, malgré l'implication effective de seulement 4 galaxies. Que diriez-vous d'examiner cette collision de plus près? Au cœur de cet événement cosmique se trouve l'une des galaxies du groupe, NGC 703-118b, qui fonce avec une vélocité fulgurante en direction des autres. Depuis notre perspective terrestre, elle semble surgir par l'arrière du quintet, avançant droit vers l'observateur. Cette collision génère une onde de choc d'une ampleur considérable, se propageant à travers les galaxies environnantes. En traversant des poches de gaz froid, l'onde de choc atteint une vitesse hypersonique, dépassant de plusieurs fois celle du son dans le milieu intergalactique. Ce phénomène arrache les électrons des atomes, laissant derrière lui de vastes traînées de gaz ionisés et luminescents. En revanche, lorsqu'elle rencontre des zones de gaz chaud, elle ne les disperse pas mais les comprime, engendrant ainsi des émissions radiodétectables par les radiotélescopes. En modifiant la structure du milieu intergalactique du quintet de Stéphane, cette onde de choc influence également l'évolution future des galaxies impliquées. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à détecter un tel événement cosmique? Cela a été rendu possible grâce à des technologies de pointe. L'outil clé de cette observation est WIV, un spectrographe de dernière génération installé sur le télescope William Herschel de La Palma, en Espagne. Cet instrument est spécialisé dans l'analyse spectroscopique, c'est-à-dire l'étude des interactions entre la matière et le rayonnement lumineux. Il permet ainsi aux astronomes d'examiner avec une précision remarquable les mouvements et la composition des objets célestes. Outre WIV, les chercheurs ont exploité les données d'autres grands observatoires. Parmi eux figure l'OFAR, un vaste réseau d'antennes radio à basse fréquence. Ce radiotélescope a permis d'observer les ondes radio émises par l'onde de choc plus faible lorsqu'elle comprimait le gaz chaud. En combinant les informations recueillies par ces différents instruments, les astronomes ont pu analyser les ondes de choc et leurs effets avec une précision inégalée. La collision en cours dans le quintet de Stéphane représente une occasion exceptionnelle d'étudier les interactions galactiques et leur rôle dans l'évolution de l'univers. Lorsque des galaxies entrent en collision, leurs gaz et poussières se redistribuent, pouvant déclencher la formation de nouvelles étoiles et même favoriser l'expansion de trous noirs supermassifs en leur centre. Dans le cas précis du quintet de Stéphane, cet événement permet d'obtenir des données précieuses sur le comportement des gaz soumis à des conditions extrêmes. Les collisions galactiques ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. À l'échelle cosmique, elles sont même fréquentes. Dans l'univers primitif, elles se produisaient même bien plus souvent, car les galaxies étaient alors beaucoup plus rapprochées. Au fil du temps, ces interactions ont joué un rôle fondamental dans l'évolution et la structuration de l'univers. Notre propre galaxie, la Voie lactée, a elle aussi connu de nombreuses collisions au cours de son histoire. Les preuves de ces interactions passées sont visibles sous forme de courants de débris et d'amas stellaires perturbés. D'ailleurs, les astronomes estiment qu'elle entrera en collision avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, dans environ 4,5 milliards d'années, aboutissant à la formation d'une galaxie encore plus vaste. Bien que les galaxies se déplacent à des vitesses prodigieuses, les collisions galactiques sont d'une lenteur extrême à notre échelle humaine. Quoiqu'elles filent à des millions de kilomètres par heure, les distances qu'elles parcourent sont si vastes que leur fusion peut s'étendre sur des millions, voire des milliards d'années. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les collisions galactiques ne s'apparentent pas à des explosions spectaculaires, mais plutôt à la fusion de fluides.
Lorsque deux galaxies entrent en collision, leur force gravitationnelle les étire, les déforme et les amène à échanger leur matière, étoiles, gaz et poussière. Ce processus donne naissance à des queues de marée, des anneaux et même des ponts reliant les galaxies entre elles. L'une des collisions les plus emblématiques est celle d'ARP 148. Lors de cet événement cosmique, une galaxie a pris la forme d'un anneau, tandis que l'autre s'est étirée en une longue structure évoquant une queue. Cela illustre à quel point les interactions gravitationnelles entre galaxies peuvent être puissantes. Aussi impressionnantes que puissent être les collisions intergalactiques, celles impliquant des étoiles à neutrons. Ces vestiges ultra-denses d'étoiles massives comptent parmi les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Une seule étoile à neutrons condense la masse de notre Soleil dans un volume à peine plus grand qu'une ville, témoignant d'une densité extrême. Lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles fusionnent souvent en un trou noir, libérant une énergie colossale au passage. Ces événements engendrent des ondes gravitationnelles, des perturbations de l'espace-temps détectables par des instruments comme LIGO et Virgo, ainsi que des flambées lumineuses dont l'intensité dépasse celle de milliards d'étoiles. Sur Terre, le risque qu'une collision galactique ait un impact direct sur nous est pratiquement nul. Ouf! Heureusement, les distances et les échelles de temps impliquées rendent ces événements inoffensifs pour notre planète. En revanche, les collisions à plus petite échelle, comme les impacts d'astéroïdes, sont bien plus plausibles. De tels événements ont marqué l'histoire de la Terre, le plus célèbre étant celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Bien que ces impacts majeurs soient rares, les astronomes surveillent de près les objets géocroiseurs afin d'anticiper toute menace potentielle. Puisque nous parlons de collision spatiale, une question se pose. La vie peut-elle voyager d'une planète à l'autre? C'est le principe de la lithopanspermie, l'idée que des débris issus de collisions pourraient transporter des formes de vie entre les mondes. Lorsqu'un astéroïde ou une comète percute une planète, des fragments de roches sont projetés dans l'espace. Si ces fragments contiennent des micro-organismes, ils pourraient, en théorie, atteindre une autre planète et y apporter la vie. Et tenez-vous bien, il y a des expériences qui suggèrent que certains micro-organismes extrêmement résistants, comme les cyanobactéries, pourraient en survivre aux rigueurs du voyage spatial, y compris aux radiations et à la rentrée atmosphérique sur une autre planète. Bien que la lithopanspermie demeure une théorie et une hypothèse controversée parmi les scientifiques, elle n'en demeure pas moins fascinante. À terme, elle pourrait même nous aider à mieux comprendre comment la vie a pu se propager à travers l'univers. Mais revenons à la collision en cours dans le quintet de Stéphane. En analysant ces événements, les astronomes approfondissent leurs connaissances sur l'interaction, l'évolution et l'influence des galaxies sur leur environnement. Avec un peu de chance, de nouvelles découvertes viendront bientôt enrichir notre compréhension de ces phénomènes. Restez à l'affût. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique.
C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation.
En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue, et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle Xept. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de Xept. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Xept se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de Xept sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoile. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand,
il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius A astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 87 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? MEN 87 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si MEN 87 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimate, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise. Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin! Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant,
Elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes.
Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre.
ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet, personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.